Merci à tous d'avoir bravé la bruine lilloise et l'heure précoce pour ce topo. Je me présente Hervé Joly, cardiopédiatre à Lyon, ma collègue Magali Verrier. Juste en préambule de ces cas cliniques, on va essayer de balayer un petit peu toutes les différentes cardiopathies. Peut-être qu'on ne fera pas tous les cas cliniques pour se laisser un petit temps de discussion en fin de topo. Volontairement, on ne se posera pas de questions entre les cas cliniques pour essayer d'en faire le maximum et on se laissera une dizaine de minutes en fin d'exposé pour répondre à vos questions techniques. En préambule de tous ces cas cliniques que vous allez voir, il n'y a aucun piège. Considérez que tous ces cœurs sont en position normale, c'est-à-dire en situs solitus. Il n'y a pas de piège de situs dans les cas cliniques qu'on va vous présenter. Je laisse Magali Verrier pour vous présenter le premier cas clinique. Bonjour à tous. Alors, on va commencer. Je vais m'approcher d'un ordinateur. Donc voici le premier cas. Donc comme vous a dit Hervé, il n'y a pas de piège de situs. Quand ça pouvait être important, vous avez mis où était la droite, où était la gauche. Donc on est sur une première coupe des 3 vaisseaux au niveau du canal. Et on va vous demander l'analyse de cette coupe au niveau de la flèche. Donc cette flèche, à quoi correspond-elle ? Est-ce qu'elle correspond à la veine cave supérieure? Est-ce qu'elle correspond à la trachée? Est-ce qu'elle correspond à un vaisseau surnuméraire? Et en fonction de votre réponse, est-ce que vous proposez au couple une amniosynthèse? À vos appétits. Ah, on peut revenir peut-être échappe. Hop. Oui. Puis on verra les résultats. On verra les résultats après. Je pense qu'on entend. On peut commencer à regarder peut-être les réponses. Ok. Je laisse encore un petit peu de temps. Ah, le vaisseau surnuméraire l'emporte. Ok. Alors, on passe à un autre quiz et puis on reviendra après. Donc voilà une autre image. Cette fois-ci, vous reconnaissez la coupe des 4 cavités. La gauche est en bas, la droite est en haut. Donc droite-gauche. On a à côté une coupe de l'éjection. Et à nouveau, cette structure au niveau de la flèche verte, est-ce que ça correspond à une tumeur au myxome de l'oreillette gauche, un promontoire exubérant des veines pulmonaires, une dilatation du sinus coronaire? Est-ce que ça peut être associé à un retour veineux pulmonaire anormal total intracardiaque? Ah, trop fort. Alors, effectivement, cette structure anormale, bon, la plupart vous l'avez reconnue, c'est un sinus coronaire qui est dilaté. Alors, pour comprendre pourquoi il est dilaté, déjà, il faut comprendre qu'est-ce qu'un sinus coronaire. Le sinus coronaire, c'est une structure normale. Tous les cœurs ont un sinus coronaire. C'est en fait la veine de drainage des artères coronaires. Le retour veineux des artères coronaires se fait dans ce sinus coronaire. Et le sinus coronaire, il passe en arrière du plan des valves. Vous voyez, là, on est sur une coupe au niveau du plan des valves mitrales et tricuspides. Et ce sinus coronaire passe en arrière de l'anneau mitral. Donc sur une coupe 4 cavités classique, on a les deux admissions, on ne voit pas le sinus coronaire. Par contre, si vous allez un petit peu en postérieur, en arrière de la valve mitrale, vous allez voir ce trajet qui correspond à un sinus coronaire normal. Alors pourquoi serait-il dilaté ? Il est dilaté s'il y a un vaisseau anormal qui se jette dedans.
qui vient augmenter le flux à l'intérieur de ce sinus coronaire, et donc il va apparaître sur notre oreillette gauche, mais il se draine dans l'oreillette droite. Alors, dans la très grande majorité des cas, le vaisseau anormal, c'est une veine cave supérieure gauche. Normalement, ça c'est l'anatomie normale, tout le retour gauche se fait avec un TVI qui rejoint la veine cave supérieure. Moi, donc nous on est lyonnais, j'ai l'habitude de dire aux patients, le TVI, la veine cave supérieure droite, c'est comme le Rhône et la Saône, il y a un confluent et ça se jette dans l'oreillette droite, comme dans la mer Méditerranée. Et quand on a une veine cave supérieure gauche, c'est comme si la Saône allait directement se jeter dans la Méditerranée, c'est-à-dire que la veine cave gauche, elle se jette directement dans l'oreillette droite via le sinus coronaire. Donc finalement, au niveau fonctionnel, il n'y a pas de différence, c'est quand même un retour veineux qui va dans l'oreillette droite. Par contre, ça dilate le sinus coronaire. Et un piège classique, c'est que si on fait une coupe 4 cavités pas stricte, et en particulier pour avoir une coupe 4 cavités stricte, il faut qu'on voit bien l'ouverture des deux valves auriculo-ventriculaires. On a un aspect de défect, en fait c'est le sinus coronaire qu'on prolonge en longitudinal, et on peut mimer un défect du septum primum de type CIA ostium primum, comme dans un CAV. Donc attention, si vous avez un doute, il faut bien revenir sur une image stricte de 4 cavités avec les deux ouvertures de la valve mitrale et de la valve tricuspide visibles. Et exceptionnellement, ce quatrième vaisseau, ce n'est pas une veine cave supérieure gauche, même si c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Ça peut également être un retour veineux pulmonaire anormal qui se jette dans le TVI. Et en fait, les 4 veines pulmonaires se jettent dans un collecteur. Donc là, c'est la veine collecteur qui remonte, qui se jette dans le TVI et dans la veine cave supérieure pour aller se jeter dans l'oreillette droite. Donc il faut toujours aller quand même s'assurer que le retour veineux pulmonaire est normal. Alors, et là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, on a 3 vaisseaux, on est sur la coupe des 3 vaisseaux. Attention, il peut y avoir une veine cave supérieure gauche, puisque vous voyez, elle est au-dessus de l'aorte, on a de l'artère pulmonaire, on a l'aorte, l'artère pulmonaire et donc la veine cave qui est là. Et on peut avoir une image en miroir, c'est-à-dire que le TVI peut se drainer de la droite dans la veine cave supérieure gauche et dans le sinus coronaire sans qu'il y ait de veine cave supérieure droite. Et en général, d'ailleurs, le sinus coronaire est très dilaté quand c'est comme ça. Donc pour résumer, l'aspect de quatrième vaisseau sur la coupe des 3 vaisseaux correspond dans la très grande majorité des cas à la persistance d'une veine cave supérieure gauche, qui est considérée comme une variante anatomique, mais méfiance parce que ça peut être associé à des cardiopathies congénitales. Donc pour pouvoir être rassuré et rassurant, il faut s'assurer qu'elle soit isolée. C'est des enfants qu'on ne surveille pas après pendant l'enfance. Il y a un petit risque associé de coarctation et donc on surveille par contre l'échographie après la naissance. Exceptionnellement, il faut savoir que ça peut être une veine de drainage, des veines pulmonaires, et donc il faut bien s'assurer que le retour veineux pulmonaire est normal si on ne voit pas de veine cave gauche. Et donc, on recommande un avis spécialisé devant un 4e vaisseau sur la coupe des 3 vaisseaux. Donc, ça correspond à un vaisseau surnuméraire. Alors, c'est vrai que beaucoup ont répondu veine cave supérieure. Pour nous, quand on disait veine cave supérieure, ça voulait dire veine cave supérieure droite. Peut-être que ceux qui ont répondu veine cave supérieure pensaient que c'était une veine cave supérieure gauche. Voilà. Oui, et on peut quand même préciser, Magali, que c'est pas sur cette coupe-là qu'on peut dire que c'est une veine cave supérieure gauche à coup sûr, puisque tu as montré tout à l'heure que la même image pouvait correspondre à une veine de drainage d'un retour veineux pulmonaire. Donc, quand on voit cette image-là de 3 vaisseaux avec un 4e vaisseau, dans la grande majorité des cas, c'est une veine cave supérieure gauche en sinus coronaire, mais attention, ça peut être aussi un retour veineux pulmonaire anormal. Et qu'est-ce que vous attendez avant de dire que, du coup, qu'est-ce que vous conseillez aux gens avant de dire que c'est une veine cave supérieure gauche? Donc il faut regarder l'ensemble du cœur. Exactement. Voilà. Il faut regarder l'ensemble du cœur, le retour veineux pulmonaire, vérifier qu'il n'y ait pas d'autres anomalies cardiaques parce que ça peut être associé à d'autres cardiopathies, en particulier les cardiopathies gauches, du cœur gauche, mais aussi des phallos. Dans une grande majorité, ça peut être associé à des cardiopathies. Donc le pronostic, évidemment, n'est pas le même. Et en dehors justement de cardiopathie, est-ce qu'on rassure les parents? Qu'est-ce qui se passe en postnatal chez ces enfants qui ont une veine cave supérieure gauche dans le sinus coronaire? Alors, dans la très grande majorité des cas, il ne se passe rien.
Mais c'est vrai que le fait d'avoir ce sinus coronaire dilaté, alors on a parfois des patients qui nous sont orientés parce qu'on a l'impression que le FU peut être que ça peut un peu gêner le remplissage mitral. En pratique, c'est peu obstructif, donc on n'a pas ce souci-là après la naissance. Par contre, c'est vrai que ça peut diminuer le remplissage des cavités gauches, faire une asymétrie des cavités gauches, qui du coup peut être simplement liée à cette persistance de la veine cave supérieure gauche, mais qui peut être aussi associée à un risque de coarctation. Donc on rassure le couple, si c'est isolé, on surveille simplement le bébé à la naissance, à la fermeture du canal, on vérifie qu'il ne fasse pas une coarctation, et ensuite c'est des enfants qu'on ne suit pas. C'est-à-dire que les patients peuvent accoucher dans leur maternité d'origine. La surveillance, elle n'est pas forcément cardiopédiatrique, elle est en pédiatre, les voit, examine et voit s'ils vont bien. Et on programme une échographie à la sortie de maternité, à 3 jours de vie. On passe au deuxième cas. Alors, on va rester sur des coupes classiques que vous connaissez. On est resté dans nos cas cliniques sur des coupes de dépistage. On essaie de vous montrer des coupes que vous connaissez, pas des coupes de cardiologues de traviole. Donc là, vous voyez une coupe 4 cavités sur votre gauche, que je vous laisse analyser rapidement en analyse segmentaire, en analyse IBI comme vous savez bien le faire. Une 4 cavités qui est assez de bonne qualité. À droite, vous reconnaissez la coupe de l'éjection gauche avec la continuité septo-aortique. La coupe de l'enroulement qui maintenant n'est plus demandée en coupe de dépistage, mais qui peut avoir une petite valeur. Et puis à droite, la coupe des 3 vaisseaux, comme on vient de la décrire avec Magali. Et puis vous savez que depuis les dernières recommandations de la CNEOF, on demande une nouvelle coupe sur le dépistage du cœur au 2e trimestre, qui est la coupe 3 vaisseaux trachés. Je vous montre la coupe 3 vaisseaux trachés de cet enfant. Ce fœtus. On vous a positionné la gauche et la droite. Et je vous demande, sur ce cas clinique, ce cœur vous paraît-il normal? Attendez avant de passer le slide, on verra après pour les réponses. Ce cœur vous paraît normal, je rassure le couple, j'adresse tout de même la patiente à un CPDPN, j'informe le couple qu'une amniosynthèse peut être proposée ou une naissance en niveau 3 vous paraît souhaitable. À vous. Et on verra ensuite les réponses. Bon, regardez pas les votes. Votez en toute impartialité. Alors effectivement, la première réponse, j'adresse la patiente à un CPTV. Vous avez compris qu'on aurait très bien pu vous mettre un cas clinique normal, on aurait pu être aussi vicieux que ça, mais s'il y a une petite anomalie, effectivement, on va peut-être référer la patiente au CPDPN. L'image que je vous ai montrée, c'est l'image typique de la crosse aortique droite. Vous voyez ici le schéma du cœur de ce fœtus, où on voit en coupe des 3 vaisseaux, nos 3 vaisseaux qui restent alignés, mais la crosse du canal artériel et la crosse de l'aorte forment un U, alors que théoriquement, dans une crosse aortique normale, une crosse aortique gauche forme un V, et la pointe du V, c'est ce qu'on appelle l'isthme aortique, c'est la réunion du canal artériel et de la crosse de l'aorte. Et ce V que forme la coupe des crosses est toujours positionné à gauche de la trachée. La trachée est souvent un peu un point hyper échogène que vous avez de ce côté-là. Dans la crosse aortique droite que l'on vient de voir, on n'a plus un aspect de V mais de U, et si vous remarquez bien, la trachée, elle est située entre la crosse de l'aorte, qui est ici, et la crosse du canal artériel. Et votre crosse de l'aorte se retrouve à gauche. Donc ça, c'est la forme la plus typique de la crosse aortique droite. Il y a une autre forme un peu piégeuse, où les deux crosses aortique, crosse du canal, forment bien un V, mais du mauvais côté de la trachée. Donc c'est ce qu'on appelle la crosse aortique gauche avec canal gauche. Là, celle que je viens de vous montrer, c'est la crosse aortique droite avec canal droit. Est-ce que quelqu'un dans la salle n'aurait pas
tiqué sur l'aspect de la trajectoire de ces gros vaisseaux, de ces deux... Tout le monde a cette image en tête, hein, du U et Tout le du monde V. a cette Non. image en tête ou pas? Je pense qu'il faut que vous la regardez. Il faut vraiment pour vous positionner ça fasse un V. sur cette coupe des 3 vaisseaux trachés. Cette coupe des 3 vaisseaux trachés, elle est intéressante pour l'alignement des 3 vaisseaux, veine cave supérieure, aorte, artère pulmonaire, mais elle va être surtout intéressante pour le positionnement de ces crosses, ces doubles crosses. Et il faut vraiment que vous voyez ces doubles crosses et que vous repériez votre trachée. Et l'aspect de cette crosse qui doit être en V au lieu d'un U. Et Hervé, tu notes, j'informe le couple qu'une amniosynthèse peut être proposée. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'on décrit que ça peut être le seul signe et unique d'une microdélétion 22q11. Et sur les différents papiers, une dernière étude qui a été faite récemment sur Montpellier, qui a colligé toutes les crosses aortiques droites dépistées en France en anténatale, on retrouvait entre 2 et 5% de 22q11 sans autre anomalie. Alors, le papier est en cours d'écriture, on n'a pas toutes les informations, savoir est-ce que c'était 2 à 5%, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses associées, mais retenez que c'est autour de 2% quand même, et nous on le voit dans la vraie vie, des fœtus avec une crosse aortique droite, sans autre anomalie, et un 22q11. Alors après vous allez me dire, oui mais il y a le thymus dans le 22q11. C'est toujours très difficile le thymus, c'est soit l'athymie où effectivement, s'il n'y a pas de thymus, fort risque que le fœtus puisse présenter un 22q11. Il y a l'hypoplasie thymique qui est souvent un petit peu difficile à évaluer, qui peut être rencontrée dans le 22q11. J'adresse la patiente à un CPDPN, oui, justement pour faire ce bilan-là et définir s'il faut aller plus loin et faire une amniosynthèse. Et bien entendu, je rassure le couple, la crosse aortique droite, ce n'est pas très grave. Ça peut donner dans certains cas des compressions de la trachée et des bronches qu'on verra en postnatal, qui peuvent passer avec la croissance par la rigidification de la trachée. Très rarement, ça nécessite une chirurgie. Il y a beaucoup de crosses aortiques droites qui ne sont pas dépistées, je vous le rassure. On dépiste beaucoup de crosses aortiques droites à 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, chez des personnes qui vont tout à fait bien. La trachée sur le cas que je vous ai montré, elle est juste là. Vous voyez ce petit anneau un peu hyper échogène? Ça, c'est la trachée. C'est probablement un petit bout d'oreillette. Donc effectivement, on pourrait se dire, tiens, il y a un quatrième vaisseau, mais il suffit de remonter un tout petit peu plus la sonde et on va voir disparaître cette petite tache. Et ici, on voit la trachée, elle est juste là. On voit le thymus. Vous voyez le thymus ici? On voit bien ce thymus. Hein. Alors, un autre aspect, alors on sort du cadre cardiologique, hein, mais dans l'hypoplasie thymique ou l'athymie, il y a un petit truc qui est assez facile, hein, c'est que vous voyez, on a un espace assez net entre la paroi antérieure du thorax et les gros vaisseaux, les 3 vaisseaux. Quand on a une athymie ou une hypoplasie franche du thymus, les 3 gros vaisseaux sont vraiment assez proches de la paroi antérieure du thorax. Est-ce que je peux me permettre de rajouter juste quelque chose, je pense, d'assez important, parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de reconnaître la trachée. En revanche, je pense qu'il est vraiment important pour vous, parce que comme c'est une coupe qui a été nouvellement recommandée dans le rapport de la CNEOF, que vous n'êtes pas habitué, je peux imaginer que certains s'affolent. J'ai cru voir que certains n'auraient même pas tiqué sur l'aspect de la direction de ces gros vaisseaux. Dites-vous juste qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un espace entre les 2 crosses. Si vous regardez la coupe des 2 crosses normales, voyez qu'elles sont proches et elles convergent, elles font cette forme du V et il n'y a rien entre les 2 parois. Alors que dans la coupe de la crosse aortique droite, voyez, il y a un espace qui est occupé par une trachée. Peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître la trachée, peu importe, mais cet espace entre les 2 est très large et ça, c'est pas tout à fait habituel. Et je pense que c'est vraiment ça que vous devrez vous mettre dans la tête comme image, cet espace entre les 2. Voilà, tu as un pointeur. Ici. Oui. Alors, voilà. Exactement. Là, il y a encore C'est plus ça, de il y a un ici, espace qui est très large, alors que de l'autre côté, sur la coupe des crosses, Ils sont collés, quoi. ils côte sont à côte. collés et ils sont tous les 2 convergents pour aller dans l'aorte thoracique descendante.
Si, elle est juste Elle là. est de Elle l'autre est côté. Les Regarde, deux je crosses. vous la montre. Elle est ici, la trachée. Vous la voyez? Là. Sur le normal, elle est là. Oui, pourquoi là, elle est plus hyper écogène que là? Oh, oui, Parce que même ça dépend du moment où l'enfant, le fœtus déglutit. Donc, s'il y a de l'eau qui passe dedans, bah forcément, ça va élargir la cavité. Donc, c'est pour ça, je vous dis, ne vous repérez pas forcément à la trachée, parce que là, on a une image d'une très belle résolution et on reconnaît très bien la trachée. Ce qui doit vous alerter, ce n'est pas vraiment la trachée. La trachée, vous la cherchez après. C'est cet espace qui est très large entre les deux crosses qui doit vous faire dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder où est la droite, où est la gauche et où est finalement la trachée et est-ce que cet espace est anormalement large? Voilà. Allez, on passe. Bon, donc les réponses, effectivement, on les a vues tout à l'heure. Il n'y a pas de naissance en niveau 3, hein, ces enfants vont très bien à la naissance. Alors après ce dossier brûlant, on passe à un autre dossier. Donc voilà, vous avez deux coupes classiques. Vous avez reconnu la coupe des 4 cavités. La gauche est en bas, la droite est en haut. Comme on vous a dit, il n'y a pas de piège sur les situs. Et c'est ici la coupe des 3 vaisseaux. Donc, quel diagnostic peut-on évoquer? On laisse les images pour que vous ayez le temps de regarder. Est-ce que ça vous évoque une tétralogie de Fallot, une transposition des gros vaisseaux, une double discordance? Est-ce que pour vous, ces coupes sont normales? Ou est-ce que c'est une variante anatomique si la coupe 4 cavités est normale? Je vous laisse à vos appétits. Bon, c'est bien parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas normal. On est à peu près dans le pourcentage de dépistage de la transposition des gros vaisseaux. Donc c'est cohérent. Alors là, vous voyez que sur cette coupe des 3 vaisseaux, normalement les vaisseaux doivent être alignés. Vous avez reconnu la veine cave supérieure qui est plus petite, l'aorte et l'artère pulmonaire qu'on reconnaît parce qu'elle se bifurque. Normalement, l'artère pulmonaire est antérieure. Et là, cette artère pulmonaire, elle est postérieure et c'est ça qui crée l'aspect un peu en triangle et on ne retrouve pas l'alignement qu'on doit avoir normalement sur la coupe des 3 vaisseaux. Donc la transposition des gros vaisseaux, je vous rappelle que c'est une inversion des connexions des gros vaisseaux, c'est-à-dire que c'est l'aorte, donc l'aorte qui fait sa crosse sort d'un ventricule droit, alors que du ventricule gauche sort une artère pulmonaire qui se bifurque. La coupe qui est bien connue, c'est cette coupe des vaisseaux parallèles, sur la coupe d'éjection, où on voit que du ventricule gauche, le vaisseau qui sort est un vaisseau qui se bifurque, et donc c'est une artère pulmonaire, alors que du ventricule droit naît un vaisseau qui va tout droit et qui va faire une crosse, qui est donc une aorte. Cette coupe, elle peut manquer. C'est vrai que quand on voit ça, évidemment, ça paraît assez évident, mais en fait, en fonction de... Les vaisseaux peuvent être antéro-postérieurs, il peut y avoir des variantes anatomiques de ces transpositions des gros vaisseaux, et ça peut manquer. C'est pour ça qu'il est important. Par contre, vous n'aurez jamais une coupe des 3 vaisseaux normale dans une transposition des gros vaisseaux. Et c'est vrai que sur les diagnostics souvent qui n'ont pas été faits des transpositions des gros vaisseaux, on a souvent comme retour, mais la 4 cavités était normale. Dans la transposition des gros vaisseaux simples, c'est-à-dire dans 70% des transpositions des gros vaisseaux, la 4 cavités est normale. Et ce n'est que sur la coupe des 3 vaisseaux que vous allez voir une anomalie. Donc ça, c'est important parce que la transposition, c'est un challenge, étant donné que là encore, c'est une prise en charge néonatale immédiate et par contre, après, un excellent pronostic. Je pense que tu as raison de repréciser, Magali, que cette coupe des 3 vaisseaux, elle est très très importante. Il faut vraiment la maîtriser parce que vous la retrouverez dans beaucoup de cardiopathies. Et si on peut vous donner un conseil, parce que des fois, elle n'est pas tout à fait facile, on est un peu désaxé. Quand vous faites votre Yegel, votre ascenseur de Yegel, en partant du pôle abdominal, vous passez sur la 4 cavités, l'éjection gauche, et puis si vous remontez, vous allez tomber sur vos 3 vaisseaux.
quand on est sur une trois-vaisseaux qui a un peu de traviole, on ne voit pas bien, n'hésitez pas à revenir sur votre coupe du périmètre abdominal et remonter tranquillement en gardant bien votre axe. Il ne faut pas trop tourner votre sonde. Vous faites simplement une remontée vers le pôle céphalique du fœtus. Et si vous gardez un thorax très très rond comme là, vous allez tomber sur une coupe des trois vaisseaux classique. Et je vous assure que cette coupe des trois vaisseaux, c'est vraiment une coupe sentinelle en cardiopathie, parce qu'il y a beaucoup de cardiopathie que vous allez dépister uniquement sur cette coupe-là. Donc un cas simple mais classique qu'il ne faut pas louper. Alors on continue. Vous reconnaissez à gauche une 4 cavités, à droite une coupe de l'éjection gauche. Donc là, comme je viens de vous le dire, on a fait l'ascenseur de Yegel, on est parti du pôle abdominal, on a remonté sur le cœur. Donc si on a bien gardé notre position, on tombe sur une 4 cavités stricte. On remonte d'un étage et on tombe sur l'éjection gauche, qui vous montre l'image de droite. On remonte d'un étage et on va tomber sur notre coupe des trois vaisseaux. Et je vous demande pour ce fœtus, ne lancez pas le slide tout de suite, ce cœur vous fait penser à une double discordance, une tétralogie de Fallot, un tronc artériel commun, une pathologie conotroncale. Les 4 cavités normales éliminent une tétralogie de Fallot. Ah, ne montrez pas tout de suite. On vous laisse un petit moment pour réfléchir. Allez, on regarde les résultats. Pardon ? Bon, vous pouvez passer le slido si vous voulez. Il y a un peu d'hésitation, mais effectivement, la grande majorité d'entre vous ont reconnu la pathologie conotroncale. Ça hésite entre le Fallot, le conotroncal, mais vous allez voir que c'est la bonne réponse. Alors, si on revient sur nos images, effectivement, on a à gauche une 4 cavités qui nous paraît normale. On reviendra tout à l'heure dessus. Au-dessus, vous avez l'éjection gauche et effectivement, on voit quelque chose qui n'est pas tout à fait normal puisqu'on n'a plus de continuité septo-aortique. La continuité septo-aortique se définit par la continuité que se fait entre le septum interventriculaire et la paroi de l'aorte. Ici, on n'a plus de continuité puisque entre les deux, il y a un trou, une communication entre les ventricules, et notre aorte naît un petit peu au-dessus, antérieur, au-dessus de cette communication entre les ventricules et de ce cloisonnement ventriculaire. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect du positionnement anatomique de la CIV. Et sur la 3 vaisseaux, est-ce que ces 3 vaisseaux, qu'est-ce qui vous embête sur ces 3 vaisseaux? Est-ce que les vaisseaux sont alignés? Non. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est une transposition des gros vaisseaux? Parce qu'on vient de voir que le positionnement normal des 3 vaisseaux sur une coupe de 3 vaisseaux, c'est des vaisseaux qui sont bien alignés. Et Magali vient de vous dire, attention, quand les vaisseaux ne sont pas alignés, sont un peu en triangle, c'est une transposition des gros vaisseaux. Est-ce qu'on peut dire que là, ils sont un peu en triangle? Non, mais un peu. Mais est-ce que l'artère pulmonaire, elle est antérieure ou postérieure? Elle reste quand même antérieure, en position normale. Mais l'aorte est un peu dilatée, comme on le voit souvent dans les tétralogies de Fallot, ce qui fait que ça la met un peu plus en position antérieure, un petit peu au même niveau que l'artère pulmonaire. Et l'information principale que vous devez avoir sur cette coupe des 3 vaisseaux, c'est que la taille de votre artère pulmonaire, qui est ici, est inférieure à la taille de l'aorte. Ce n'est jamais physiologique. Quel que soit le terme, une artère pulmonaire est toujours de taille supérieure à une aorte. Est-ce que vous avez tout vu sur ce cas clinique? Est-ce que quelqu'un a remarqué autre chose? Et j'aimerais bien que quelqu'un l'ait vu. Est-ce que tout le monde a vu qu'il y avait un sinus coronaire dilaté dans une cave supérieure gauche? Regardez ici. La petite boule dans l'oreillette gauche qui se draine ensuite dans l'oreillette droite, qui donne un faux aspect de CIA, de l'ostium primum, du CAV.
Et si vous regardez sur ma 3 vaisseaux, j'ai un vaisseau ici supplémentaire, c'était la veine cave supérieure gauche. Quelque chose qui est souvent associé à la tétralogie de Fallot. Et alors pourquoi c'est pas un troncus, Hervé? Parce que... Alors, bonne question. Quand vous voyez une communication entre les ventricules comme ça qui naît quand vous faites sortir votre aorte et que vous n'avez pas de continuité entre le septum interventriculaire et la paroi antérieure de l'aorte, on rentre dans le champ des pathologies conotroncales. Et ces pathologies conotroncales, c'est, comme on vient de le voir, la tétralogie de Fallot. Ça peut être le tronc artériel commun, c'est une cardiopathie où on a un seul tronc qui sort du ventricule et qui va ensuite se diviser en une artère pulmonaire, une aorte. Le ventricule droit à double issue, l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, l'interruption de l'arche aortique. Tout ça, c'est le champ des pathologies conotroncales qui ont toutes une chose commune, c'est la CIV conotroncale, la CIV qui naît quand on fait la continuité septo-aortique. Alors, on ne va pas détailler toutes ces pathologies conotroncales parce qu'il faut qu'on ait le temps pour d'autres choses, mais quand vous voyez une CIV comme ça, il faut aller voir l'artère pulmonaire, et c'est la taille de l'artère pulmonaire et le flux dans cette artère pulmonaire qui va pour nous définir quel est le type de pathologie. Une tétralogie de Fallot, c'est une artère pulmonaire un peu plus petite que la normale, mais il y a du flux dedans, à la différence de l'atrésie pulmonaire, par exemple, où on voit peut-être une artère pulmonaire ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de flux à l'intérieur. Pour vous, il faut retenir qu'une CIV qui naît quand on fait la continuité septo-aortique et qui décale l'aorte en avant, c'est une pathologie conotroncale. Donc, tétralogie de Fallot et pathologie conotroncale. Alors, on peut continuer dans le champ des CIV et je vais vous montrer 4 CIV. Les 4 CIV qui existent et possibles dans les cardiopathies congénitales. Alors, regardez bien ces 4 images. Et vous allez les classer. Est-ce que la 1 vous paraît être une CIV musculaire? Est-ce que la 2 vous paraît une CIV membraneuse? La 3 une CIV conotroncale? La 4 une CIV membraneuse? Et la 2 une CIV d'admission. Je ne veux pas que vous voyez les réponses. On reviendra ensuite en détail pour l'analyse anatomique des CIV. On regarde les résultats? Bon, c'est pas très grave, on passera aux autres. La première que je vous ai montrée, c'est cette petite CIV qui est en plein milieu du septum interventriculaire, c'est la CIV typique musculaire. Ça n'a aucun intérêt de la dépister, vous allez affoler tout le monde, on n'en fait rien du tout, il n'y a pas de risque chromosomique, c'est quelque chose qui peut se fermer en anténatal et qui se fermera en postnatal. Et c'est bien pour ça qu'on vous demande de ne pas mettre de Doppler couleur sur une 4 cavités, sauf cœur anormal, mais sur un cœur qui vous paraît normal en 2D, n'allez pas mettre de la couleur parce que vous allez dépister des CIV musculaires et vous ne saurez pas trop quoi en faire. Celle-ci, c'est la CIV que vous connaissez, c'est le CAV, c'est cette valve unique au milieu du cœur. On voit que 2 feuillets valvulaires qui s'ouvrent et qui se ferment, le septum interventriculaire, et cette CIV ici qui arrive au contact des valves auriculo-ventriculaires. Et quand on voit s'ouvrir et se fermer cette valve, on a l'impression d'avoir un gros trou au milieu du cœur. C'est vraiment la CIV qu'on appelle d'admission, la CIV du CAV. Ça, c'est une CIV membraneuse. Alors, sur le même principe, on a une discontinuité septo-aortique, c'est-à-dire que la continuité entre le septum interventriculaire et la paroi antérieure de l'aorte est discontinue puisqu'il y a un trou ici. Celle-ci, c'était la CIV conotroncale que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez me dire, ouais, mais alors, entre la membraneuse et la conotroncale, c'est quand même pas bien facile. Alors, je vais vous donner un petit tuyau. Quand vous regardez la valve aortique qui s'ouvre et qui se ferme ici, dans une CIV conotroncale, le point de coaptation de cette valve aortique se retrouve en face du septum interventriculaire, parce que l'aorte est décalée en antérieur. Si je reviens sur ma CIV membraneuse, alors on voit moins bien ici le point de coaptation, on peut imaginer que le point de coaptation il est au milieu de l'aorte. Et bien ce point de coaptation de l'aorte, il se situe en regard du ventricule gauche, et pas du tout devant le septum interventriculaire.
Hervé, tu es d'accord que, en fait, ces CIV, il y en a deux, si on reprend les 4 clichés, il y en a deux qui se voient sur la coupe 4 cavités, qui est la coupe de l'évaluation de l'admission. Donc c'est la CIV du CAV et la CIV musculaire. Que les CIV membraneuses et les CIV sous-aortiques conotroncales se voient sur la coupe de l'éjection gauche. Donc ça, c'est vraiment important. Là, on vous les met pour que vous puissiez vraiment voir comment elles se présentent, mais on ne va pas les voir sur le même plan de coupe. Donc après, la vraie différence, qui est peut-être subtile, c'est celle... L'idée, c'est de faire la différence entre une membraneuse et une conotroncale quand la conotroncale n'est pas très large et ne déplace pas complètement l'aorte vers la droite. Parfois, on a une sous-aortique qui décale juste un peu. Peu importe, l'essentiel, c'est de la voir, que vous ne dites pas c'est une membraneuse, c'est une périmembraneuse ou une conotroncale. L'idée, juste, c'est que vous ayez en tête qu'il y a une rupture de continuité. Et je pense que c'est ça le plus important. Après, le décalage de la paroi antérieure de l'aorte, tel que vous la montre ici Hervé, avec ce point de coaptation. Point de coaptation, c'est là où les valves, les deux feuillets de la valve se rencontrent. Vous savez, tac, tac, c'est ça la coaptation. Parce que moi, avant, quand Hervé me disait point de coaptation, je faisais la savante, mais je me disais, mais ça veut dire quoi? Et voilà, pour nous, obstétriciens, c'est important de le... Et ce qui est important sur ces CIV, finalement, ce qu'on dit au couple, c'est que celles qui nous intéressent, c'est celles qui peuvent être associées à des anomalies chromosomiques. Finalement, la CIV, les enfants tolèrent très très bien à la naissance, ils vont très bien, et on pourrait presque faire le diagnostic en post-natal, puisqu'il n'y a pas de prise en charge néonatale. Le seul intérêt, c'est de dépister les CIV pour lesquelles on va proposer une amniosynthèse, parce qu'elles sont potentiellement associées à des anomalies chromosomiques. Donc principalement les CIV conotroncales et les CIV d'admission. Oui, tout à fait. Ouais. Les CIV musculaires, ça on n'en parle plus, effectivement, il ne faut surtout pas en parler. Et les CIV membraneuses, il y en a, sauf les très très larges CIV membraneuses, où là vous ne pourrez pas les louper, les petites CIV membraneuses, on rassure beaucoup les parents, effectivement. L'idée, plus que de l'amniosynthèse, je dirais, c'est l'examen morphologique diagnostique complet. C'est plus pour voir s'il y a des anomalies associées, parce que dans les cardiopathies, les CIV, il y a parfois, il y a certes des anomalies chromosomiques, mais il y a aussi des associations syndromiques, génétiques, qui ne sont pas d'ordre chromosomique simple. Et le plus important dans tout ça, c'est de référer ces patientes pour faire un bilan morphologique complet. Je vous montre cette image que vous avez certainement tous eue, c'est cette fameuse image de la fausse CIV. Vous regardez juste là, on a l'impression que là, il y a un petit défect juste au niveau de ma petite main. Mais si vous regardez bien où est ce petit défect, il est au-dessus de la valve aortique. Là, c'est important de regarder où est le trou par rapport à la valve. La valve est ici. Vous voyez le petit point blanc qui clignote, c'est la fameuse coaptation des feuillets de la valve. L'aorte part ici, notre ventricule gauche. Et ce petit trou qu'on a l'impression de voir ici, il est au-dessus de la valve aortique. Donc il est dans l'aorte, donc ce n'est pas une CIV, c'est simplement une atténuation de la paroi antérieure de l'aorte. Il vous suffit à ce moment-là de simplement un petit peu changer l'axe de votre sonde et vous verrez disparaître ce petit aspect de fausse CIV. Bon, ça va toujours? On continue. Alors, là, on a une patiente qui est à 18 semaines. On vous a mis le terme parce que, pour le coup, c'est important. Donc, vous voyez les 3 coupes ici. Donc, on a la coupe 4 cavités. La gauche est ici, la droite est ici. On remonte sur notre coupe des 3 vaisseaux, avec la partie antérieure qui est ici. Et puis, notre coupe 3 vaisseaux trachés, qui maintenant, grâce à Hervé, vous connaissez par cœur. Donc, petit quiz, vous avez tous remarqué qu'il y avait une petite asymétrie ventriculaire, bien sûr, et cette asymétrie, au dépend du VG, elle peut être physiologique au 2e trimestre, elle peut être physiologique au 3e trimestre. Isolée, cela peut être le signe d'une bicuspidie aortique. Isolée, elle peut être associée à un risque plus élevé de coarctation de l'aorte en postnatal. Et isolée, elle est toujours pathologique.
Vous avez à peu près tous répondu. Coarctation, physiologique, bicuspidie, ok. Bon, alors voyons voir. Alors déjà, qu'est-ce qu'une asymétrie ventriculaire? Comment on peut définir qu'il y a une asymétrie? Vous savez que normalement les ventricules doivent être équilibrés au 2e trimestre de grossesse et que, effectivement, au 3e trimestre de grossesse, il peut y avoir un déséquilibre de ces cavités. Comment déjà on peut dire qu'il y a une asymétrie? Est-ce que c'est le ventricule gauche qui est petit? Est-ce que c'est le ventricule droit qui est trop gros? Pour ça, il faut regarder quel est le ventricule qui fait la pointe. Normalement, c'est le ventricule gauche qui fait la pointe. Et là, vous voyez, cette asymétrie, elle n'est pas très marquée. Volontairement, on n'a pas pris une asymétrie très marquée parce qu'on est un terme précoce. Vous voyez que là, on a 18 semaines et déjà, c'est le ventricule droit qui fait la pointe. Et ça, c'est anormal et on va surveiller cette patiente au fur et à mesure de la grossesse parce que ça peut s'aggraver. Quand on regarde la coupe des 3 vaisseaux, c'est pareil. Est-ce que c'est l'artère pulmonaire qui est trop grosse ou est-ce que c'est l'aorte qui est petite? On compare l'artère pulmonaire par rapport à l'aorte. Normalement, elles doivent avoir la même taille. Pour savoir qui est la plus grosse ou qui est la plus petite, il suffit de regarder la veine cave supérieure. Normalement, la veine cave supérieure doit avoir une taille inférieure à l'aorte. Or là, vous voyez qu'elles ont toutes les deux la même taille. Donc c'est bien l'aorte qui est plus petite, puisqu'elle a la taille de la veine cave supérieure. Et là, c'est assez net. Vous voyez que l'aorte, quand elle rejoint l'isthme aortique au niveau du canal artériel, est vraiment bien plus petite que l'artère pulmonaire. Tu peux en profiter pour nous montrer la trachée. Voilà, c'est là. Hop. Là, un peu en dessous. Hop. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, alors c'est assez discret, mais vous voyez sur cette coupe, donc on voit, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est l'artère pulmonaire qui rejoint l'aorte au niveau du canal artériel. Donc vous vous rappelez que quand c'est bleu, c'est que ça descend. Et vous voyez, là, il y a un tout petit flux rouge, c'est-à-dire que on a un tout petit reflux rétrograde dans la crosse aortique, et ça, c'est pas bien normal. C'est quand même le signe que ça coince un petit peu au niveau de l'isthme aortique, et on peut craindre que, à la fermeture du canal artériel, ça coince. Alors, le problème, quand on voit ces patients pour une asymétrie ventriculaire, on leur explique que finalement, c'est assez compliqué parce qu'on ne dépiste pas une pathologie, on dépiste un risque de. Donc, on a des patients pour lesquels on a été assez inquiets sur des asymétries ventriculaires, et qui finalement, à la naissance, les choses se sont rééquilibrées et le bébé n'a pas fait de coarctation. Donc c'est toute la difficulté de ces patientes d'essayer de déterminer quelles vont être celles pour lesquelles le bébé a plus de risques de faire une coarctation de l'aorte. Donc on a essayé de déterminer des critères et évidemment, plus on a de signes d'appel, plus le risque de coarctation est important et plus on est inquiet. Donc l'asymétrie cavitaire, au 2e trimestre, parce qu'au 3e trimestre, comme on l'a dit, elle est physiologique, mais au 2e trimestre, quand elle apparaît dès le 2e trimestre, on est déjà plus inquiet que quand on la voit au 3e trimestre, bien sûr. Quand on a associé cette asymétrie ventriculaire, une asymétrie des gros vaisseaux et de l'anneau aortique, avec une taille de l'aorte qui est égale à la veine cave supérieure sur la coupe des 3 vaisseaux, et puis on va essayer d'aller dégager l'isthme aortique. Si cet isthme aortique sur la coupe 3 vaisseaux trachés est déjà hypoplasique, on peut imaginer qu'à la fermeture du canal, il y a un risque de coarctation avec le petit reflux antérograde dans l'aorte, comme je vous l'ai montré, qui n'est pas toujours évident à voir. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure, la persistance de la veine cave supérieure gauche est peut-être associée à un risque de coarctation. Alors, ce qui est difficile, c'est que la persistance de la veine cave supérieure gauche crée une asymétrie. Donc, finalement, il faut avoir d'autres signes pour pouvoir s'inquiéter. Et nous, la prudence, parce que la coarctation, c'est aussi une pathologie qui, opérée, finalement, les enfants vont plutôt bien. Donc, c'est un diagnostic à ne pas louper. On va avoir plutôt tendance à surveiller ces bébés à la maternité, à quelques jours de vie, pour voir ce qui se passe à la fermeture du canal et vérifier qu'il n'y ait pas une coarctation, qu'ils ne fassent pas leur choc cardiogénique à la maison à 7 jours de vie. Alors, vous voyez... Pardon. Oui, non, mais continue, je voudrais juste poser, à la fin du cœur. Donc, juste petite parenthèse pour dire que
Les asymétries ventriculaires peuvent aussi être causées par, alors c'est le cas de la veine cave supérieure gauche, hein, comme on l'a dit, le fait qu'il y ait ce sinus coronaire dilaté gêne un petit peu le remplissage des cavités gauches. Et on peut voir ça aussi avec les ASIA, hein, qui sont ces valves de vieux 5 très proéminentes qui bombent dans l'oreillette gauche, qui, une fois que l'enfant est né, finalement, ça va se fermer et on ne va plus avoir cet aspect, mais qui peuvent gêner un petit peu le remplissage gauche et générer une asymétrie qui est en général visible au 3e trimestre avec une bonne évolution ultérieure. Donc c'est vrai que quand on a un ASIA, on va être plus rassuré quand même. Magali, pardon. Si on reprend la coupe 4 cavités là à 18 semaines, honnêtement, parmi vous, qui aurait tiqué juste sur la coupe 4 cavités? Levez la main, s'il vous plaît. On la remet, la coupe 4 cavités. Ouais. Oui, celle-là. Qui aurait été interpellé? Moi, honnêtement, pas vraiment. J'aurais dit, c'est juste pour vous dire que la symétrie, là, elle est assez subtile parce qu'elle n'est pas si marquée. La seule chose qui m'aurait interpellée, c'est que la pointe du ventricule gauche ne fait pas la pointe du cœur, qu'on a le VD, c'est lui qui fait la pointe, mais ce n'est pas si marqué. Et c'est là que c'est intéressant. L'examen du cœur ne se fait pas seulement sur une coupe et que c'est une continuité des coupes. Les coupes sont complémentaires. Parce qu'en regardant la coupe 3 vaisseaux, là, on se dit, ah zut, il y a un problème sur le calibre de la aorte, encore plus sur le calibre de la crosse. Et en revenant sur la coupe 4 cavités, on se dit, ah oui, bien sûr, le VG ne fait pas vraiment la pointe. Mais j'avoue que moi, personnellement, je n'aurais pas d'emblée comme ça dit, cette coupe m'interpelle. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait mis cette coupe parce que c'est exactement le process. C'est-à-dire qu'on fait cette coupe, elle ne nous choque pas forcément de prime abord. Après, tu montes sur ta 3 vaisseaux, tu dis mais quand même l'aorte est petite, tu reviens sur ta 4 cavités. Exactement. Et là, tu fais une analyse plus fine. Et je rappelle qu'on a 18 semaines, hein, parce que c'est vrai que la même chose au 3e à 32 trimestre. semaines, ça aurait été tout à fait physiologique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la mesure des anneaux valvulaires? Si à un moment on a un doute et on veut mesurer l'anneau valvulaire pour dire est-ce que c'est vraiment symétrique, parce que c'est quoi? C'est 1,5 fois à peu près? C'est 1,5 fois, voilà. C'est ça. Ouais, et quand est-ce qu'on mesure l'anneau valvulaire en diastole, en systole, et où est-ce qu'on le mesure? Alors on le mesure, attends, je vais essayer d'arrêter parce que peut-être si c'est arrêté, on le mesure plutôt sur l'anneau valvulaire, hein, c'est-à-dire qu'on part alors plutôt à l'ouverture des valves et on mesure, alors là, bon, il faudrait que j'arrive à l'arrêter, hop, voilà, hein, et on le mesure au moment de la... Voilà. En diastole, c'est-à-dire quand le ventricule est plein. Quand les valves sont ouvertes. Voilà, moi j'ai pas fait systole, diastole, j'ai parlé obstétrique. Je reviens sur ma coupe des 3 vaisseaux, vous allez croire que je vous embête avec celle-ci, mais un deuxième enseignement de cette coupe des 3 vaisseaux, là pour ce cas-là, tout à l'heure je vous ai dit que l'artère pulmonaire était toujours plus grosse que l'aorte, et que l'inverse était toujours pathologique. L'aorte, quel que soit le terme, est toujours plus grosse que la veine cave supérieure. Et tu peux peut-être nous dire l'évolution entre la T2 et la T3 par contre de ces 3 vaisseaux? Oui, alors effectivement, on a dit l'asymétrie ventriculaire, elle s'installe au 3e trimestre et l'artère pulmonaire, elle va être aussi un peu plus grosse parce qu'il y a plus de débit dans cette artère pulmonaire. Donc on peut avoir une artère pulmonaire qui est plus grosse que l'aorte au 3e trimestre. Par contre, l'aorte sera toujours plus grosse que la veine cave supérieure. Donc ça doit vraiment faire tiquer. Si on a une aorte qui a la taille de la veine cave supérieure, même au 3e trimestre, c'est pas normal. Donc, voici les réponses physiologiques au 3e trimestre. Alors, c'est vrai que parfois, finalement, le bébé ne va pas faire de coarctation, mais en fait, il y avait une bicuspidie aortique. Bon, donc après, ça, on l'évoque avec les parents, mais ça ne va pas beaucoup gêner l'enfant. Alors, il fallait bien qu'on vous embête un petit peu avec le cœur T1. Hein. Donc, aujourd'hui, vous êtes comme ça. Après les topos, vous allez vous déstresser, puis après vous serez les yogis du T1, c'est-à-dire que vous allez être complètement fluents et détendu. Alors, vous connaissez ces clichés, vous connaissez ces petites vignettes. Hein. Je ne fais pas partie de la CNEOF, je n'ai pas participé à ces nouvelles recommandations, mais je les ai lues
Et que vous demande la CNEOF, c'est de faire une 4 cavités en 2 dimensions et de retenir un aspect des cavités cardiaques habituelles. Et en option, on peut mettre le Doppler couleur sur cette 4 cavités et on peut faire la coupe en couleur des éjections sur la 3 vaisseaux trachés. Alors, qu'est-ce qu'on voit à 12 semaines? Alors, pourquoi j'ai dit 12 semaines? Parce que, en fait, bon, peut-être qu'on la verra tout à l'heure. Ouais, je vais revenir. Ah. Pourquoi 12 semaines? Parce que avec Mona et Magali, on fait du terrain depuis maintenant plusieurs années et on se rend compte vraiment que 12 semaines, c'est vraiment la bonne date pour bien voir le cœur. À 11 semaines, c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'un aspect habituel d'une 4 cavités? C'est ça, c'est un aspect où on voit 2 oreillettes, 2 ventricules et un aspect à peu près équilibré des 2 ventricules, un septum interventriculaire. Voilà, c'est un aspect qui nous paraît normal du cœur. Si on veut aller plus loin, on peut mettre un petit peu de couleur. Alors, qu'est-ce qu'on recherche sur cette couleur, sur cette 4 cavités? C'est de voir les 2 flux d'admission des ventricules, c'est-à-dire 2 flamèches qui sont parallèles, de même couleur, c'est-à-dire dans le même sens, et de largeur identique. Mais pour avoir cette image-là, il faut vraiment baisser votre gain, votre PRF, parce que si il est trop bas, si votre PRF est trop basse, vous allez avoir un gros pâté rouge où vous ne verrez pas le septum au milieu. Donc remontez un petit peu votre PRF pour être un peu plus discriminant. À droite, c'est la coupe des 3 vaisseaux en couleur, mais j'en reparlerai plus maintenant. Alors, celle-ci, vous l'avez vue, c'est celle qu'on vient de voir, un aspect habituel d'une 4 cavités. Si on veut aller un peu plus loin, on met la couleur. Qu'est-ce que vous dites de celle-ci? Est-ce que vous voyez un cœur qui a un aspect habituel? Est-ce qu'on voit bien 4 cavités? Est-ce qu'on voit 2 ventricules avec un septum au milieu et 2 ventricules qui apparaissent équilibrés? Non. Et là, on peut effectivement aller un petit peu plus loin, mettre un petit coup de couleur. Et quand on regarde la couleur, on voit effectivement qu'on a une flamèche rouge-bleu. Alors effectivement, on est un petit peu horizontal sur notre coupe, donc la couleur ne va pas être franchement bleu ou rouge, mais on voit quand même qu'il n'y a qu'un seul ventricule qui se remplit, et notre ventricule qui paraît dessous ici ne se remplit pas. Ici vous avez l'aorte, donc on est à gauche de ce côté-là, et si vous regardez le foramen ovale, il est rouge, il monte, donc le foramen est inversé, donc c'est une hypoplasie du cœur gauche. Le ventricule gauche ne se remplit pas, il y a très probablement une atrésie de la valve mitrale. Sur cet autre cas, on voit bien par contre 4 cavités. On voit bien 2 ventricules avec un septum au milieu, mais il y a un truc qui est bizarre au niveau des oreillettes. Il y a une très très grosse oreillette. Et quand on va mettre la couleur, on va voir cet énorme flux qui remplit l'oreillette droite. C'est l'aspect classique d'une maladie d'Epstein. Donc vraiment, on ne va pas vous demander de faire des diagnostics de cardiopathie, parce que même nous, on n'est parfois pas capable de faire un diagnostic précis de cardiopathie au terrain, même en utilisant des techniques poussées. Ce qu'on vous demande, c'est de nous montrer ça, c'est-à-dire un aspect d'une 4 cavités habituelle. Alors pour le faire, des fois c'est un petit peu compliqué parce que le fœtus il bouge, donc il faut des fois prendre l'image un petit peu à la volée, mais vous allez y arriver, et je pense que la première des choses à faire, c'est d'avoir un appareil qui soit très très bien réglé et de zoomer un petit peu sur son cœur. J'arrête de vous embêter avec le thème. Alors, prochain cas, donc vous voyez, on se concentre sur une coupe des 4 cavités. On est au 3e trimestre. On a la coupe en 2D, la coupe en couleur. Donc ça, sur le même fœtus, on a développé la coupe d'éjection, léger aorte, et puis notre coupe des 3 vaisseaux qui s'étend vers la coupe 3 vaisseaux trachés. Et alors sur cette diapositive, on va voir si vous avez suivi. Est-ce que pour vous le sinus coronaire est dilaté? Est-ce que du coup ça vous évoque une persistance de la veine cave supérieure gauche? Est-ce que ça vous évoque un retour veineux pulmonaire anormal ou un cœur triatrial gauche?
Bien. Elle m'échappe. Alors, bon, vous avez tous reconnu cette structure, effectivement, dans l'oreillette gauche qui est dilatée. Donc, tout de suite, fort de ce que vous avez appris pour les plus courageux d'entre vous, à 8h30 du matin, vous vous êtes précipité sur la coupe des 3 vaisseaux pour aller chercher cette veine cave supérieure gauche. Mais là, on voit rien. Donc, manifestement, il n'y a pas de veine cave supérieure gauche puisqu'on n'a pas de 4e vaisseau sur la coupe des 3 vaisseaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette structure anormale ? On met nos veines pulmonaires, elles ont l'air d'arriver dans l'oreillette gauche. Mais si finalement, on règle un petit peu son Doppler, qu'on monte un peu sa PRF, que ça bave moins, on voit que en fait, les veines pulmonaires, elles n'arrivent pas dans l'oreillette gauche et on le voit beaucoup mieux sur la couleur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter sur la couleur pour identifier les veines pulmonaires. Parce qu'en fait, attendez, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. En fait, ces veines pulmonaires, elles se drainent dans cette espèce de pochon qui est ce qu'on appelle un collecteur, c'est-à-dire une poche qui draine les 4 veines pulmonaires et qui, en fait, je vais un peu trop vite, voilà, et qui en fait draine ces veines pulmonaires dans le sinus coronaire. Voilà. Draine ces veines pulmonaires dans le sinus coronaire et comme vous le savez, le sinus coronaire il se draine dans l'oreillette droite. Donc c'est un VPA total. On dit intracardiaque parce que c'est dans le sinus coronaire que se fait le retour veineux pulmonaire. Donc le message de ce cas clinique, c'était de dire attention, la couleur et de voir en couleur les veines pulmonaires peut nous tromper. Et ce qu'il faut regarder surtout, c'est en 2D. Et en 2D, on voit qu'il y a un problème. On voit que là, il y a ce pochon. Et c'est ça qui explique la dilatation du sinus coronaire et non pas une veine cave supérieure gauche. Donc c'est rare, mais il faut y penser. Alors un cœur triatrial, en fait, c'est quand il y a une membrane à l'intérieur de l'oreillette gauche. Et en fait, cette membrane, elle est obstructive. Donc du coup, les veines pulmonaires arrivent bien à gauche, mais par contre, elles sont gênées pour aller faire du remplissage mitral. Bon, c'est très très rare. Hein. C'est très très rare. C'est une membrane qui cloisonne en fait l'oreillette en 2 parties. Et oui, elle se verrait. Attendez, j'essaye de revenir. En fait, on voit les veines pulmonaires qui arrivent normalement dans l'oreillette gauche, mais par contre, on a une membrane ici avec un espèce de pertuis à travers lequel passe le sang et on a en général une accélération au niveau de ce pertuis. Mais c'est vraiment au milieu de l'oreillette gauche, proche de la valve mitrale. C'est pas en arrière de l'oreillette gauche comme un retour veineux pulmonaire anormal. Donc le message, mais ça vous le connaissez, ce qu'on le dit depuis très nombreuses années, c'est qu'on ne met pas de couleur sur les veines pulmonaires. Un nouveau cas où je vous montre toutes les coupes de dépistage, puisque vous avez la coupe des 4 cavités en haut à gauche. On a mis la couleur, la coupe VG aorte, la coupe 3 vaisseaux qui, avec le travelling, arrive sur la coupe 3 vaisseaux trachée. J'en profite pour vous montrer une structure que peut-être vous avez vue certaines fois sur cette coupe-là. C'est ce vaisseau qui est en arrière et qui remonte dans la veine cave supérieure droite. Ici, ça c'est la veine azygos, donc on voit souvent, toujours très bien. C'est un élément anatomique normal. Alors cet examen vous paraît-il normal? Je vous ai montré simplement cette coupe-là, parce que c'est sur celle-là où vous me dites, est-ce que vous trouvez que cette 4 cavité elle est normale? Est-ce que vous trouvez que l'oreillette droite est dilatée? Est-ce que vous trouvez au contraire que l'oreillette gauche est petite? Est-ce que ça peut vous faire évoquer une maladie d'Epstein? On en a parlé tout à l'heure. Ça vous paraît quand même très bizarre et vous allez bien entendu faire appel à un ami. Bon, vous êtes 50% à faire appel à un ami, donc effectivement, moi je ferai appel à un ami. Et donc,
J'appelle ma Mona pour lui dire, écoute, c'est un peu bizarre cette histoire-là, il y a une oreillette droite qui paraît un peu dilatée. Est-ce que tu peux la voir? Et donc, tu confirmes que l'oreillette droite est dilatée, mais que, effectivement, je te remontre. Remontre-moi l'image. Désolée, j'ai eu un petit moment d'égarement. Donc, Voilà. alors, Tu as exactement la même image que moi, en fait. c'est moi qui ai fait ça? Non, c'est moi. D'accord. Donc en effet, il y a une asymétrie des cavités, enfin en tout cas des oreillettes. On voit bien l'abouchement des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Le VG fait bien la pointe. Pour moi, ce n'est pas une maladie d'Epstein parce que l'insertion de la valve tricuspide est bien, puis elle n'est pas... le ventricule est de taille normale. Donc quand j'ai une oreillette qui est plus grande, je cherche à voir est-ce qu'il y a un vaisseau qui arrive dedans, qui la remplit un peu trop. Est-ce qu'on peut voir une coupe sagittale? Oui. Ah ben voilà. Donc vous avez tous reconnu le shunt ombilico-cave, ce vaisseau qui est en avant, qui passe en avant du foie, qui est extra-hépatique, puisque le foie, on voit bien la paroi du foie qui est ici, et qui est un gros vaisseau à gros débit qui vient s'aboucher directement dans la veine cave inférieure, sans passer par le canal d'Arensus. Donc gros débit, donc une dilatation de l'oreillette droite. Et là, vous rentrez dans le champ des shunts ombilicaux systémiques. Alors, je ne vais pas vous détailler trop cette diapo, mais en fait, il y a plusieurs types de shunts ombilicaux systémiques. Et l'élément principal qu'il faut tout de suite regarder, c'est le trajet de la veine ombilicale, savoir si elle pénètre ou pas dans le foie. Quand ça pénètre dans le foie, c'est un shunt ombilico-porto-sus-hépatique. Alors avant, c'est les pathologies qu'on appelait l'agénésie du ductus venosus, hein. Mais maintenant, on sait qu'il y a des shunts ombilicaux caves où le ductus venosus est toujours présent. Donc il faut arrêter de parler d'agénésie du ductus venosus. Notre cas à nous était extra-hépatique, donc c'est le cas qui est ici. Donc c'est un shunt qui va de la veine ombilicale vers l'oreillette droite ou la veine cave inférieure, sans passer par un ductus. Donc un shunt ombilico-systémique et pas ombilico-porto-systémique. Voilà. Enfin, dans la circulation ombilicale, systémique et intrahépatique, en fait, il faut juste voir, est-ce que ça se passe dans le foie? Est-ce que ça se passe à l'extérieur? Quand c'est dans le foie, il y a deux circulations dans le foie, la circulation portale et la circulation sus-hépatique. Et à ce moment-là, il faut aller voir où est-ce que ça chante. Mais bon, là, on n'est pas là pour discuter de tous ces shunts, mais il y a une façon assez simple de faire les grandes catégories dans sa tête. Et quand la circulation ne va pas dans le foie, c'est une circulation ombilico-systémique. Alors, il nous est déjà arrivé de voir les ombilicaux systémiques qui peuvent aller dans la veine cave, dans l'oreillette directement, dans l'autre oreillette. Enfin, il peut y avoir des petites originalités d'abouchement, mais c'est vrai que c'est important quand on a une oreillette qui est élargie de voir s'il n'y a pas un flux anormal qui déverse là-dedans. Et où tout ça peut avoir une conséquence hémodynamique, bien entendu, pendant la période anténatale, avec de l'hyperdébit cardiaque et des risques d'anasarque et potentiellement de mort fœtale in utero, hein, quand il y a vraiment un très très gros débit. Je vous remonte une image de maladie d'Epstein, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Mona. L'image qui est ici, c'est celle qu'on avait sur ce cas ici, c'est pour ça que je vous l'ai montré avec la couleur. On voit ici le ventricule droit, l'oreillette droite, on ne voit pas vraiment de fuite sur la valve tricuspide. Là, vous avez une maladie d'Epstein, souvent l'oreillette droite est monstrueuse, dans une maladie d'Epstein, c'est vraiment très 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 dilaté. Et quand on met la couleur, vous voyez ce reflux bleu ici qui est la fuite de la valve tricuspide. Et si vous regardez bien, ce bleu qui correspond au début de la fuite de la valve tricuspide et qui correspond finalement au point de coaptation de cette valve tricuspide, ce bleu démarre très très loin dans le ventricule droit, quasiment à la pointe du ventricule droit. C'est la définition de la maladie d'Epstein où la valve tricuspide est accolée au septum et vient se rejoindre très très haut dans le ventricule droit, pas du tout au niveau de la valve mitrale. Donc c'est vraiment un aspect différent. Et la définition de maladie d'Epstein en anténatale, c'est grosse oreillette droite et une grosse fuite tricuspide. Merci Hervé. C'est vrai que ce cas illustre l'importance qu'on a de travailler avec nos collègues obstétriciens. Et s'ils ont parfois besoin de nous, on a aussi parfois besoin d'eux. Hervé, tu as Mona, moi j'ai mon Excel. Donc nous avons chacun... Alors, cas suivant. C'était pas toi qui le faisais celui-là? Enfin, je peux le faire, hein, si tu veux. Allez, je le fais. Bon, c'est pas moi qui vais le faire, mais je vais le faire. On va voir si
Donc, vous voyez, donc c'était un petit peu de rythme qu'on voulait vous faire. Donc, alors, attendez, je vais vous le remettre parce qu'il faut quand même se concentrer pour bien le voir. Donc, voilà, donc, vous faites cet examen, on va dire plutôt au 3e trimestre. Vous voyez ce cœur, vous enregistrez l'activité électrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous diriez qu'il y a une extrasystole de l'oreillette, une extrasystole du ventricule, un bloc auriculo-ventriculaire ou une bradycardie sinusale? Peut-être je vais peut-être juste remettre pour que vous puissiez voir le Doppler pendant que vous répondez aux questions. Alors peut-être on peut mettre les réponses. Si vous pouvez nous mettre les réponses. Voilà. BAV, extrasystole. Bon, alors ça vaut le coup qu'on en parle alors. Hop. Alors, c'était des extrasystoles. Comment on analyse le rythme cardiaque? On a plusieurs façons. On peut se mettre en mode Doppler pulsé, en mode TM. Alors c'est vrai que le mode TM, c'est un mode que nous, cardiologues, on utilise plus. On est plus à l'aise avec ce mode. En fait, on passe, notre Doppler passe au niveau du ventricule et de l'oreillette. Alors il faut bien zoomer pour pouvoir bien identifier. Mais faut imaginer que ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Donc l'oreillette, ventricule, oreillette, ventricule, oreillette, ventricule, ESA, c'est-à-dire une contraction prématurée de l'oreillette, et on a une réponse au niveau ventriculaire. Alors vous avez plus l'habitude du Doppler, et moi je trouve que c'est souvent plus facile effectivement à faire. Sur le Doppler, donc on se met ici, donc on a l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'aorte, donc on se met vraiment au niveau de la valve mitrale à la sortie de l'aorte, et on voit le flux mitral qui monte et inversement le flux d'éjection systolique qui descend. Il y a, quand l'oreillette s'ouvre, il y a un remplissage d'abord passif, c'est-à-dire que le simple fait que la valve s'ouvre remplit le ventricule sans qu'il y ait de contraction auriculaire, et puis ensuite l'oreillette se contracte pour finir le remplissage du ventricule. Donc la contraction de l'oreillette, c'est-à-dire le début sur l'électrocardiogramme, ce qu'on appelle l'onde P, se situe au niveau de l'onde A, et pas au niveau de l'onde E, et puis ensuite on a l'éjection systolique au moment de l'ouverture de la valve aortique et de la fermeture de la valve mitrale. Et donc c'est ça qu'on revoit sur le Doppler. Donc on a l'onde E, on a l'onde A, ventricule, donc on voit là, on a la contraction de l'oreillette, le ventricule, la contraction de l'oreillette, le ventricule, et là, hop, on a notre extrasystole, et comme cette extrasystole survient précocement, eh bien, on a ensuite une pause, c'est-à-dire que le cœur n'a pas le temps de se repolariser, on a une pause, et c'est ça qui explique ce petit sauté qu'on voyait sur la cavité. Alors les extrasystoles, c'est assez fréquent, donc quand il y en a très peu comme ça ne va pas poser beaucoup de soucis. Le problème du diagnostic, c'est surtout quand ces extrasystoles, elles sont ce qu'on appelle bigéminées, c'est-à-dire que si un coup sur deux, on a une extrasystole, ça va faire une bradycardie, où effectivement, là, on va pouvoir se poser la question du diagnostic différentiel avec le bloc auriculo-ventriculaire, mais où l'activité est complètement dissociée. Alors, avant que tu passes à ce cas-là, pour le Doppler pulsé que tu as montré, vraiment le critère qualité, il faut que vous soyez donc sur une coupe VG aorte, vous l'avez compris, puisqu'il faut voir à la fois l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'éjection gauche avec l'aorte. Et comme vous le savez, le Doppler, il faut qu'il soit parallèle, le flux soit parallèle à votre Doppler, donc il faut vraiment que vous ayez un cœur un peu vertical. Si votre cœur est complètement horizontal, vous n'aurez pas un bon Doppler et vous ne pourrez pas faire cette analyse-là. Donc il faut vraiment essayer de trouver une solution pour mettre pointe en haut ou pointe en bas, mais avoir un flux sanguin qui soit dans le sens du flux Doppler. Et c'est aussi sur ce Doppler qu'on va faire les temps de conduction, on calcule le temps ici entre l'oreillette et le ventricule. Alors là, vous avez donc ce cœur qui est très long. Alors déjà, ce qui attire un peu l'attention, c'est qu'on voit qu'il y a des fuites sur les valves auriculo-ventriculaires. En général, les extrasystoles, c'est très bien toléré.
et on n'a pas bien de conséquences hémodynamiques. Mais surtout, vous voyez sur ce Doppler pulsé qu'il y a une dissociation complète entre les oreillettes et les ventricules. Chacun fait ce qu'il veut de son côté. Hein, donc on a le flux ici des oreillettes et le flux ventriculaire. Et il y a une dissociation complète. Donc c'est ça qui fait le diagnostic du bloc auriculo-ventriculaire. Bah oui, oui. C'est ce que je suis en train de réaliser. Voilà, hein, donc il y a une dissociation complète. Alors on peut aussi faire du TM, hein, comme on vous avait montré tout à l'heure sur le cas des extrasystoles, avec ici l'activité ventriculaire et ici l'activité auriculaire. Donc en fait, chacun est régulier de son côté, mais par contre, il ne s'écoute pas du tout. L'oreillette fait ce qu'elle veut, le ventricule fait ce qu'il veut. Et pardon. Alors attendez. Hop. Et on voulait juste vous montrer cette image pour que vous l'ayez vue une fois. Il faut que ça marche. Attends, je vais revenir en arrière. Peut-être que ça va marcher. Sinon, on fait hop, et touc. Voilà. Hein, on voulait juste vous montrer cette image pour que vous l'ayez vue une fois, cette image d'oreillette qui grouille. Hein, quand on regarde, vous voyez, l'oreillette, elle va très très vite, alors que le ventricule, il a l'air d'aller moins vite. Et ça, c'est typique de ce qu'on appelle le flotteur atrial, hein, cet aspect vraiment grouillant de l'oreillette. Et on voulait vous montrer ça pour que vous l'ayez vu une fois. On ne va pas trop vous embrouiller l'esprit avec la rythmologie pédiatrique parce qu'on a bien conscience que c'est compliqué. Mais voilà, il faut retenir cette image parce que ça, c'est typique du flotteur atrial. Et il nous reste quelques minutes, donc on va terminer le dernier cas et puis on passera, si vous avez des questions, on pourra revenir sur les différents cas. Voilà un fœtus à 24 semaines. Avec une 4 cavités, un petit Doppler couleur. Et je vous demande simplement sur cette 4 cavités, ah ben vous avez la réponse, donc comme ça vous pouvez voter. Non, ne montrez pas le slide. Donc essayez de regarder de votre côté, est-ce qu'on pense à une éjection droite, un obstacle d'éjection droite, éjection gauche, une sténose aortique, une sténose pulmonaire ou une fermeture in utero du canal artériel. Bon, vous avez les réponses. Donc effectivement, c'était un ventricule gauche. Hein, si on fait notre latéralisation, vous avez l'aorte qui est ici. La pointe du cœur est là. On a un ventricule gauche qui est extrêmement dilaté, qui est hypokinétique, c'est-à-dire qu'il ne se contracte pas bien. Et vous pouvez même voir un élément supplémentaire, il est un peu brillant, un peu écogène, ce ventricule gauche. Et quand on met la couleur, l'information, c'est qu'on n'a pas de flux dans ce ventricule gauche, mais surtout on a un foramen ovale qui est rouge, donc qui part de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite. Donc on a un foramen ovale qui réverse. Et dans ces situations-là, si ça ne passe pas dans le ventricule gauche, c'est que le ventricule gauche est sous pression et qu'il n'arrive pas à éjecter dans son aorte, donc c'est un obstacle gauche. Donc on va aller voir la voie d'éjection gauche. Ici la coupe VG aorte, on a ce gros ventricule, l'aorte ici qui sort, et vous voyez la petite valve aortique qui est juste là, qui est très écogène, ce qui est inhabituel. La valve aortique, on voit souvent le point de coaptation, mais on ne voit pas toute la valve en elle-même. Et quand on met la couleur, vous regardez ici sur ce zoom, qu'il y a un tout petit gicleur qui passe à travers cette valve aortique en bleu. Donc on était devant une sténose aortique critique chez ce bébé. Quand on fait une coupe, on aurait pu vous montrer une coupe 3 vaisseaux trachés, ça aurait été élégant, mais on ne l'avait pas. Donc on vous montre ici une coupe sagittale de l'aorte, où on voit ici le cœur, l'aorte ascendante, et vous voyez qu'il y a un double flux ici, là c'est l'aorte descendante. En fait, ce flux bleu, c'est le flux du canal artériel, et juste au-dessus, vous avez le flux rouge, qui est le flux de l'aorte, qui est vascularisé dans l'autre sens à partir du canal artériel. Normalement, dans cette coupe-là, les deux flux doivent être bleus, doivent être descendants. Donc, sténose critique du ventricule gauche avec dysfonction ventriculaire gauche sévère. Vous savez que maintenant, ces bébés, on peut leur proposer de faire une dilatation in utero de la valve aortique. Dans certains cas choisis, ce bébé n'a pas été retenu et parce que le ventricule gauche était déjà trop abîmé pour pouvoir bénéficier d'une dilatation de la valve aortique. Et bien, vous êtes...
On a 5 minutes. Si vous avez des questions sur certains cas ou sur des problèmes techniques, n'hésitez pas. Merci beaucoup Hervé, Magali, c'était top ces quiz. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? Enfin, j'imagine qu'avec ces explications, ces schémas, ça nous a semblé tous très très clair. Maintenant, il faut juste qu'on ait les bonnes coupes, une machine bien réglée et qu'on arrive à faire ces belles images en routine. Bon, je vois que c'était très clair, les gens n'ont pas de questions, donc super. Merci beaucoup et à tout à l'heure.